Bonjour et bienvenue sur La Voix du Parfum, le podcast qui fait entendre ce qui habituellement se sent. Je suis Isabelle Sadou, consultante éditoriale consacrée à la belle parfumerie française. J'écris, je raconte et je fais parler les parfumeurs pour qu'ils nous partagent leur passion lors d'interviews parfumées. Je crée aussi des podcasts pour les marques, les entrepreneurs, les institutions, tout domaine confondu. Moyen efficace de communication différenciant, le podcast de marque touche une plus grande cible, réveille les émotions et renforce votre notoriété. Retrouvez-moi sur le site internet d'unmodealautre.com et mes réseaux sociaux. Likez, commentez, partagez si cette interview vous a plu ou si vous avez un projet de podcast. À bientôt et bonne écoute. Bonjour Jean-Marie Guibaudot. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer dans un lieu particulier puisque nous sommes en direct des jardins du Musée international de la parfumerie à Grasse. À 2 titres, vous allez nous raconter comment vous fêtez votre anniversaire de métier. 30 ans distillateur pour le groupe Mule. Incroyable. Oui, c'est ça. Et puis 30 ans de passion pour des plantes à parfum. Donc nous sommes sur la voie du parfum, mais ça pourrait être la voie des plantes à parfum aujourd'hui avec vous. Vous allez nous raconter comment certaines plantes vous inspirent plus que d'autres dans votre travail. Alors, distillateur, en 2022, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire être le passeur entre les cultivateurs et les parfumeurs. Voilà, c'est les métiers qui sont en rapport à la fois avec les cultivateurs, parce qu'on utilise ce qu'ils produisent, et les parfumeurs, parce qu'il y a un dialogue permanent. Les produits que l'on fabrique sont directement utilisés par les parfumeurs, et il y a un dialogue permanent, des demandes, des propositions de notre part aussi. C'est viser au mieux ce que les agriculteurs nous offrent et proposer les plus belles matières premières aux parfumeurs pour leur composition. Qu'est-ce qu'une journée chez un distillateur ? Alors peut-être que ça dépend des saisons. Oui, ça dépend. Oui, Voilà. Ça dépend des saisons. Là, en ce moment, c'est les roses de mai qui occupent tout notre temps. Donc, c'est très tôt le matin. C'est quoi très tôt ? Pour ceux qui allument les chaudières, c'est 6 heures du matin. Ouais. Puis moi, j'arrive juste un peu après, vers 7 heures. Et là, on a la fin des distillations de la veille. C'est-à-dire qu'on fait évaporer, on vide les... souvent, les extracteurs sont restés remplis de pétales de rose avec imbibés de solvant. Donc, on va vidanger ces lavages, les faire évaporer pour récupérer le solvant. Et ensuite, dans la matinée, la récolte du jour commence à arriver. En période de rose de mai, c'est une récolte journalière. Alors, dans le groupe Mule, on est tout près des champs. Donc, chaque fois que les cueilleurs ont l'équivalent d'un appareil, le tracteur amène les sacs de fleurs. C'est en tonnes ? C'est en tonnes, oui. Autour d'une tonne par jour. Une tonne par jour, d'accord. C'est déjà conséquent. Il faut 400 fleurs pour faire 1 kg de fleurs, de Ouais. roses. Et avec 400 kg de roses, on obtiendra 1 kg de concrète. La concrète, c'est le produit issu d'une extraction. Alors quand je vais dans les écoles, j'explique aux enfants la différence entre une distillation et une extraction. Je leur dis, pour qu'ils se rappellent bien, que lorsqu'on fait une extraction, le produit qui nous intéresse, c'est ce qui reste au fond de l'alambic. Donc on utilise un solvant, on fait des lavages, et la distillation ne sert qu'à faire disparaître ce solvant, et ce qui reste au fond de l'alambic, c'est la concrète. Qui ressemble à quoi pour Qui ceux qui ne voient pas mais qui peuvent imaginer ? Qui ressemble à une pommade un peu marron. Un peu marron, Oui. un peu une texture de bougie, voilà. Ouais. Très odorante. Du coup. Très odorante, qui a capté à la fois la partie odorante et les cires végétales. Et lorsqu'on fait une distillation, je dis aux enfants, lorsqu'on fait une distillation, par exemple du géranium ou de la lavande, ce qui nous intéresse, c'est ce qui sort de l'alambic. On entraîne l'essence avec de la vapeur d'eau et on recueille ça dans un essencier, un vase, et par décantation, on sépare l'essence de l'eau. Donc quand on fait une extraction, ce qui nous intéresse, c'est ce qui reste au fond de l'alambic. Quand on fait une distillation, c'est ce qui sort de l'alambic. Voilà. On est dans la période de la récolte des roses de mai. Et l'urgence, c'est de fabriquer de la concrète, qui est un produit qui se conserve très bien. Pour l'instant, c'est l'étape pendant tout le mois. Nous ne fabriquons que de la concrète. Le parfumeur, lui, il attend cette concrète. Le parfumeur est là, il vient voir la fabrication de cette concrète. Il va falloir la laisser reposer, mais il a déjà une idée de la qualité. Là, pour l'instant, c'est en volume qu'on a une belle récolte. On a eu une belle saison. On est une région qui a échappé au froid au mois d'avril.
Le domaine de la famille Mule est dans la plaine de la Siagne. Il y a un courant d'air marin l'après-midi qui fait qu'on a échappé au gelé et on a une saison quasiment parfaite. Donc c'est la rose centifolia. C'est la rose centifolia. Donc la star du mois de mai dans la région. Là, ça, c'est l'unique ce mois-ci. Voilà. Consacré tout notre temps est consacré à ça. Elle a bien de la chance. Depuis 30 ans que vous la fréquentez, cette reine, vous l'avez vue évoluer, ses odeurs, la manière de l'accueillir, ses allures aussi, c'est jamais la même. Ça fait 30 ans que je travaille pour la famille Mule, mais allez, on va dire que ça fait 53 ans que je cours dans les champs. Voilà. Parce que mon père et mon grand-père travaillaient déjà pour eux. On avait le privilège d'avoir comme terrain de jeu enfants les jasmins, les champs de roses, on faisait du vélo, c'est nos terrains de jeu. Donc j'ai vu indirectement l'évolution de l'agriculture, qui a suivi l'évolution de l'agriculture partout en France. Et on est passé vers des agricultures d'abord raisonnées, puis bio. Donc ça modifie le paysage. Quand j'étais enfant, il n'y avait pas un brin d'herbe au milieu des... C'est plus du tout le cas. Et c'est plus du tout le cas. Donc on s'est aperçu qu'en laissant des herbes folles, en les maîtrisant bien sûr. Le thym parasite allait sur ces herbes plutôt que sur les rosiers. Et donc, bonne dispersion. Voilà. Et il y a eu aussi l'évolution sur un arrosage au goutte à goutte. Fabrice Bianchi, qui s'occupe des plantations, a installé un arrosage au goutte à goutte qui est relativement profond et qui fait que les rosiers s'enracinent très profondément et bénéficient de ce terroir. Et le terroir de la plaine de la Siagne est un terroir remarquable. Ça représente combien d'hectares ? Pour l'instant, ça représente 20 hectares d'un seul tenant et qui n'est pas en restant, qui n'est pas en étage comme c'est le cas dans certaines propriétés à Grasse. Plat, terrain sablo-limoneux qui a bénéficié de la plaine de la Siagne, qui a toujours été cultivée depuis le Moyen-Âge, des terres qui appartenaient au monastère de Lérins, qui bénéficie d'un canal d'irrigation qui est le canal du Béal, qui avait été creusé par les moines de Lérins. Donc des terres qui étaient depuis toujours consacrées à l'agriculture. Pas depuis toujours consacrées aux fleurs à parfum, mais qui depuis toujours sont très riches. De votre jeunesse, ça vous semblait naturel, en plus en héritage de votre père et de votre grand-père, de travailler pour le parfum et les plantes à parfum, ou c'était pas si évident que ça ? Non, c'était pas si évident. En fait, alors les normes de sécurité n'étaient pas aussi draconiennes que maintenant, et puis on avait le droit, on jouait à cache-cache autour des alambics. Il y a toujours eu Alors à Grasse, on dit un distilloir. Quand on regarde dans le dictionnaire, le mot n'existe pas. Non. Voilà, on dit une distillerie, mais bon, nous on dit c'est le distilloir. Bon. Et donc, avant même que la partie extraction soit installée, il y avait déjà des alambics chez Mule où on faisait de la fleur d'oranger. Et quand j'étais enfant, on cultivait deux plantes qu'on ne cultive plus, qui étaient l'estragon et la tagette. Je me rappelle, mon père aidait à charger les appareils. Alors, c'était des essences qui brûlaient les mains. Ceux qui étaient mal protégés, ils avaient les mains oranges, craquelées, ça ne partait pas. Mais ça faisait des couleurs magnifiques, j'étais émerveillé. Et ça avait quelle odeur ? L'estragon. Oui, l'estragon, oui, mais la tagette, alors... c'est difficile, oui. Donc là, il n'y en a plus. Plus chez nous. Ouais. Voilà. Cet environnement, vous disiez, c'était pas évident que vous en fassiez votre... Non, alors j'ai fait des études de biochimie d'abord, puis après mon service militaire. Bon, j'avais toujours cette idée. Et il y a eu un moment, alors c'est un souvenir, dans le domaine Mule, il y avait plusieurs salles qui sont restés. Il y avait aussi des cultures de roses d'ornement, des baccarat, des carinas. Et les différentes salles qui occupent la ferme Mule avaient des noms. On disait c'est la salle des roses ou la salle du mimosa, parce que l'hiver on faisait beaucoup de mimosa aussi, qui était pas pour la parfumerie, mais on faisait pour les fleuristes. Et donc il y avait la salle du mimosa, la salle des roses. Et je suis arrivé après mon service militaire, je cherchais quelqu'un, je suis rentré dans une salle qui avait servi le matin à la pesée du jasmin. Et il y avait encore l'odeur qui flottait avec un mélange d'odeur de bois de cagette dans lequel on mettait les pêches, parce qu'il y avait aussi des plantations de pêchers. Et ce mélange de l'odeur du jasmin, du bois des cagettes, des pêches... J'espère que, chers auditeurs, vous sentez ce mélange. Je me suis dit que là, c'était là, c'était chez moi, quoi. Voilà. Ah oui ? Ça a été un coup de cœur. Un coup de cœur olfactif, voilà.
Donc c'était la salle, le mélange de la cagette, les pêches, le jasmin, un environnement. Cet environnement, je me suis dit que... Je ne repars plus. Non. Et je suis allé voir Marius Muhl et il m'a dit, écoute, on va essayer de faire une carrière. Il m'a dit, mais tu ne connaîtras bien ton métier que lorsque tu auras fait exploser un alambic. Exploser un alambic, bon. Alors ça a failli de temps en temps, mais c'est jamais arrivé. Et donc, ça veut dire en fait que j'ai encore à apprendre, voilà, à 30 ans. Alors je me garde bien de dire la même chose aux jeunes générations, parce que je pense qu'elles essaieraient de me prouver dès le lendemain qu'elles sont au top. L'autre jour, j'ai raconté cette anecdote et j'ai dit que j'aurais mieux fait de le faire exploser il y a quelques années, parce que ce qu'on me confie en ce moment valent beaucoup plus cher que ce qu'on me confie. Et là, vous avez une sacrée responsabilité. Donc vous parlez des enfants, c'est-à-dire que dans la part de votre activité, il y a cette transmission nécessaire. Oui. On entend que vous êtes très pédagogue, vous racontez à travers de façon très claire. J'aime bien avec les médiations du musée de la parfumerie, il y a des projets qui sont très intéressants dans les écoles de Grasse, là, avec ça va de la maternelle jusque des fois dans les collèges. J'apporte des échantillons, je leur fais sentir, je leur explique. Mais cet aspect pédagogique, vous l'avez improvisé? C'était une demande au départ et puis après, un défi quand même. Oui, avec l'aide des médiatrices qui sont remarquables. Elles sont là pour m'aider parce que c'est pas évident une classe, hein, il y a l'enseignant aussi. Et on essaye de dire aux enfants, aux jeunes de Grasse et des environs qu'il y a des métiers qu'on ne voit pas forcément, qui sont là, qui sont ouverts, qu'il y a des opportunités, des carrières qui s'ouvrent à eux. Quels seraient les métiers qu'on peut citer pour donner à nos auditeurs justement l'envie de se renseigner, de découvrir finalement ces petits maillons de la chaîne de la parfumerie qu'on connaît moins? Alors il y a les stars, les parfumeurs, puis il y a à l'autre bout de la chaîne, il y a les cultivateurs, mais au milieu il y a plein de métiers. Il y a plein de métiers au sein des grandes entreprises grassoises. Certains se spécialisent dans l'analyse, dans des distillations fractionnées, en recherche et développement, des métiers qui sont avec des technologies innovantes, qui évoluent tout le temps. On est toujours à la recherche de nouvelles technologies pour extraire des plantes, trouver certaines molécules odorantes. Il y a toute une palette de métiers qui sont ouverts aux jeunes. Et qui recrutent. Oui. J'ai commencé chez Muhl avant même de distiller, par coller les étiquettes sur les bidons. Regarder les autres, écouter, distiller. Puis après, de temps en temps, on me lâchait la main en disant vas-y, je reviens dans 1 heure, tu me diras. Puis voilà. Souvent, les carrières se font comme ça dans la parfumerie. Tout à l'heure, vous citiez cet intermédiaire que vous jouiez entre les agriculteurs et les parfumeurs. J'imagine aussi que le dialogue avec les parfumeurs a beaucoup changé en 30 ans. Il y a des exigences, des réglementations, qui sont de plus en plus contraignantes. Aujourd'hui, comment se passe cet échange? J'imagine qu'il est très créatif et très stimulant. Mais... Moi, c'est un dialogue que j'ai découvert tard dans ma carrière. Quand on leur fait part de notre passion, le dialogue s'établit tout de suite. Souvent, la demande vient du parfumeur. Voilà. De venir vous voir. La demande sur un produit particulier. Les grands parfumeurs sont comme les musiciens qui entendent déjà la musique avant de l'avoir écrite dans leur tête. Et, vous avez un exemple d'un parfumeur avec lequel ces échanges sont de cet ordre-là? Oui, par exemple, Olivier Polge, il avait demandé de travailler sur du cyste, dont je faisais partie, qui a fait les essais. On a répondu à ce qu'il avait déjà en tête. Voilà, on a répondu à son souhait. Il avait déjà en tête ce parfum et ce produit qui lui a été présenté cadrait parfaitement à ce qu'il attendait. Et c'est à travers ce dialogue entre l'équipe qui a travaillé sur ce produit qui fait que le parfum a abouti comme il le souhaitait. Et immédiatement, il nous a dit, voilà, c'est ça et j'en veux tant. C'est vrai que pour les récoltes de jasmin, la rose, le géranium, il y a ce dialogue avec les parfumeurs, il y a le dialogue aussi avec les agriculteurs. On est confronté quelquefois aux aléas climatiques. On ne maîtrise pas tout. On maîtrise ce que l'on fait dans nos ateliers, mais on peut avoir une mauvaise récolte, on peut avoir de faibles rendements. À vous entendre, ça demande quand même beaucoup d'humilité, parce qu'il y a une dépendance totale à la nature. Sûr. Ah oui. Quand on travaille avec des produits naturels on est confronté déjà quand ils viennent du bout du monde, parce qu'on apprend quand Haïti a été ravagé, on est là et qu'on voit qu'une récolte... qu'il y a eu un gel, comme l'année dernière, par exemple pour les roses. Enfin, alors nous, on n'avait pas été touchés, mais il y a
une agricultrice en particulier qui est à Montaut, qui a perdu la majorité de sa récolte. Ça fait mal. Donc c'est très compliqué. Là, on est donc au jardin du musée international de la parfumerie. On est cerné de plantes, d'odeurs. On va en avoir le tournis. Si vous aviez à nous en présenter qu'une seule, laquelle serait-elle ? Ça a été une découverte pour moi parce qu'on n'en faisait pas avant au Commule, c'est les iris. Alors ça a été pour la partie agricole le travail d'une dizaine d'années pour cultiver les iris. Et ensuite, ça a été pour moi de nombreuses années avec de participer à la mise au point de la méthode de distillation pour avoir un beurre d'iris conforme justement à l'attente des parfumeurs. Rappelez-nous le cycle et la cueillette de l'iris. Oui, l'iris, c'est à part. Oui, c'est à part. Les fleurs ne nous intéressent pas du tout pour l'instant. On ne sait jamais, un jour peut-être on prend des photos, c'est magnifique. Mais ce qui nous intéresse, c'est les rhizomes, les racines. Voilà. Donc elles sont plantées, elles vont rester 3 ans en terre. Ensuite, elles sont déterrées, nettoyées, tranchées et elles vont sécher encore pendant 3 ans. Elles vont vieillir pendant 3 ans. Pendant cette période de vieillissement, il y a un composé qui va se développer au cœur de ces racines d'iris, qui sont des irones, et qui vont donner cette note poudrée, note de bébé propre, violette aussi, voilà. Après les avoir broyés, on va distiller ces rhizomes d'iris, toujours ceux qui ont été plantés il y a 6 ans. 3 ans en terre, 3 ans de séchage. On distille ces rhizomes avec 6 tonnes de poudre d'iris. On va obtenir 6 kg de beurre d'iris. Voilà. Et ce qui est important, c'est le taux d'irone à l'intérieur de ce beurre. Alors on dit que c'est du beurre. En fait, on distille. C'est une huile essentielle, mais qui se fige à température ambiante. Donc qui a l'aspect de la concrète, qui n'est pas une concrète, on les confond des fois. C'est une huile essentielle. Il suffit de la tirer un peu pour qu'elle redevienne liquide. Mais comme elle se fige comme du beurre, voilà, c'est un beurre d'iris. Est-ce qu'il y a un ou des parfums à base d'iris que vous avez pu découvrir, qui sont troublants et qui vous rappellent son histoire? Ce que je connais le mieux, c'est la Pausa chez Chanel, le numéro 19 bien sûr, le numéro 19 poudré. Voilà. Pausa, c'est vraiment quasiment de l'iris pur. On entend donc, c'est l'école de l'humilité, c'est l'école de la patience. C'est des distillations qui sont très très longues. On ne peut pas aller vite, c'est des rendements qui sont relativement faibles. Donc quand on dit aux gens ce que l'on obtient, ils sont surpris. Alors la réaction, c'est toujours de dire ça explique le prix des parfums. Mais ce qui explique le prix des parfums, c'est surtout le travail. C'est pas, par exemple, l'iris, c'est vraiment c'est quelque chose extrêmement mystérieux. Ce que l'on va traiter là, ils ont été plantés il y a 6 ans. Quelque chose à transmettre à cette nouvelle génération qui vit à 200 à l'heure, quand même c'est un grand contraste, un peu comme les œnologues ou les forestiers, ça me fait penser à toutes ces générations d'arbres qu'il faut attendre de voir pousser pour les couper dans le cycle de la vie. Quel serait le dernier conseil que vous pourriez donner à cette jeune génération? Donc, soyez humble, soyez patient et... Soyez précis, minutieux, voilà, très minutieux. Le sens du détail. Le sens du détail, oui, très minutieux. Être minutieux, c'est aussi une forme de respect pour les agriculteurs qui ont travaillé avant vous. Quand ils apportent l'usine leur récolte, c'est un an de travail complet pour les roses, par exemple, le jasmin. C'est pas juste la récolte, c'est un an de taille des rosiers, de surveillance, de travail délicat. Ça exige encore plus de respect. Le jasmin, il faut l'attacher, le palisser pour qu'il fasse de jolis buissons qui soient relativement, j'allais dire faciles à cueillir, mais non, qui soient le plus facile à cueillir possible. Donc c'est un travail de toute une année. Donc quand on amène une récolte à l'usine, il faut que celui qui s'en saisit pour la transformer. Nous, on est au cœur des champs, du travail des agriculteurs. Il faut aussi avoir ça en tête quand on travaille des produits qui viennent de l'autre bout du monde. C'est des gens qui ont travaillé une année, et pour les iris, qui ont travaillé 6 ans. On travaille une matière première qui est vivante et qui a demandé un travail énorme avant nous. Donc on le respecte, et cette minutie, c'est une forme de respect. Vous nous rappelez qu'en fait la parfumerie est le fruit d'une chaîne humaine énorme, voilà. Oui, et qui dépend, comme d'autres métiers, on a dit des aléas climatiques, de la nature, quand on utilise des matières premières naturelles, on est au cœur de toute une chaîne de travail, et aussi dans la transmission de respect de ceux qui nous
nous ont précédés qui nous ont transmis ce savoir-faire. Quand ils ont fait le lieu, on a fait classer patrimoine de l'humanité. Matériel de l'humanité, oui. C'est des traditions, des gestes et un état d'esprit. Voilà, et un état d'esprit. Une manière de vivre aussi, on a rajouté les fêtes, les paysages que nos professions ont façonnés. Mais bon, ces grandes cheminées à Grasse qui perdurent, là, qui sont... S'accrochent à la colline. Qui sont et qu'on garde au centre de Grasse, ces cheminées en pierre, en briques, là, qu'on garde. Rappelez-nous, pour ceux qui ne connaissent pas ces cheminées, à quoi elles servaient et ce qu'elles évoquent. C'était donc usine et pour distiller, pour extraire, il faut de la chaleur. Donc il y avait des chaudières, on produit de la vapeur qui va permettre de chauffer les alambics. D'accord, donc c'est un peu la mémoire de la ville parce qu'elle ne marche plus, mais on se souvient qu'elle elle ne marche plus parce qu'on a tenu maintenant des contraintes de sécurité. On a sorti les usines du centre-ville, mais il y a encore au centre-ville les cheminées qui fait une particularité à Grasse. C'était une ville industrielle, c'est une rareté sur la Côte d'Azur. Grasse était une ville industrielle. Il y avait un peu Valoris avec la fleur d'oranger et puis les potiers et Grasse. Donc vous l'aurez compris, Jean-Marie Guébonneux est un peu la mémoire de Grasse, bien vivante, avec plein de souvenirs, plein d'anecdotes qu'on serait heureux d'entendre à nouveau. Dernière question, Jean-Marie, là 30 ans de carrière, mais les 30 prochaines, vous les voyez comment ? Vous n'allez pas vous arrêter comme ça ? Non, je ne vais pas m'arrêter. Non. J'en connais qui ont du mal à s'arrêter. Ouais. Non. Encore quelques années en production et puis après, peut-être la transmission. Merci beaucoup, Jean-Marie, de nous avoir partagé cette passion. Merci à vous. À bientôt. Merci. Merci, chers auditeurs. Donc, vous l'aurez compris aussi, si vous voulez aller à la rencontre des fleurs à parfum, rendez-vous à Grasse et n'hésitez pas à vous renseigner sur tous les métiers qui sont nécessaires dans cette belle filière humaine de la parfumerie française. Merci de nous avoir suivis sur le podcast La Voix du Parfum. Je vous donne rendez-vous lors d'une prochaine interview ou d'une échappée belle dans l'histoire de la parfumerie. Prenons contact si vous aussi vous souhaitez créer votre podcast et diffuser vos talents et vos savoir-faire. À bientôt!